Bonjour et bienvenue à cette vidéo où l'on va parler d'un exo de bac de 2024 sur le cyclotron. Alors c'est une très bonne manière de réviser les champs électriques et magnétiques avant le bac. On a d'ailleurs déjà traité ce thème sur cette chaîne. Si vous avez besoin d'un petit récap théorique, la vidéo est en description. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la correction de cet exo. Et je vous recommande d'ailleurs vivement que vous le fassiez d'abord par vous-même. Le sujet est en description. Sans plus à dire, commençons. Alors, on nous explique d'abord ce qu'est un cyclotron. Donc on a deux demi-cercles où règne un champ magnétique uniforme et au centre, on a un champ électrique uniforme qui accélère des protons. Donc vous voyez ici les petites flèches, les protons ils entrent ici, ils sont accélérés, ils font un mouvement circulaire et puis ils se font à nouveau accélérer mais dans l'autre sens, puis à nouveau un mouvement circulaire, puis à nouveau accélérer dans l'autre sens. Donc le champ électrique il change à chaque fois de signe, d'où on a besoin d'un générateur de tension alternatif. Donc ça c'est ce qu'on nous dit dans le sujet. Donc la première partie porte sur le champ électrique, qui est modélisé par un condensateur plan, alimenté par une tension U de T alternative, figure 2. Mais ici, du coup, la tension est constante. Enfin, le champ électrique, dans cette partie-là, est toujours vers la droite. C'est écrit ici. Donc, on nous donne la formule E égale U sur D. Et on nous dit aussi que le proton arrive dans la zone A, en haut, sans vitesse initiale. On nous donne la charge électrique du proton, que le poids est négligeable, la masse du proton, la distance entre les deux armatures, l'unité d'énergie, l'électron-volt, et la tension appliquée dans la zone A. Donc, question 1. En appliquant la deuxième loi de Newton, on doit déterminer l'expression du vecteur accélération A du proton dans la zone A, en fonction de E, M et le champ électrique, et du champ électrique. Ok, on y va. Donc, question 1. Donc, la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Alors, ici, la somme des forces est juste égale à la force électrique, puisqu'on néglige le poids. Donc, MA est égal à FE. La force électrique, on le sait, est égale à QE, la charge fois le champ électrique. Ici, on accélère des protons, donc Q est égal à E. Et voilà, il reste juste à diviser par la masse. Donc A est égal à E sur M fois E. Donc ça, c'est l'expression en fonction de E, M et du champ électrique. Et maintenant, on en déduit les caractéristiques. Donc, on voit sur le schéma, donc ici on a nos deux points, le point de départ, le point d'arrivée. Le champ électrique, il est comme ça. Notre axe X, il est comme ça. On a aussi un axe Y. Alors, on voit clairement que l'accélération, du coup, elle aura la même direction que le champ électrique. Donc, la direction sera l'axe des X. Et le sens aussi sera le même, vu que E sur M est positif. Ce truc-là, il est positif. Donc le sens sera l'axe des X positif, ou à droite. Enfin, les deux sont valables, juste le même sens que le champ électrique. Et finalement, la valeur. Alors, pour calculer la valeur, on prend la norme, donc A égale E sur M fois E, donc sans les flèches. Maintenant, on nous donne E, on nous donne M, mais on ne nous donne pas E. Par contre, ce qu'on nous donne, c'est E égale U sur D. Et on nous donne bien U, et on nous donne D. Donc on remplace simplement E par U sur D, si vous voulez la valeur absolue, pour être tout à fait correct. Vous remplacez les valeurs, et vous devriez obtenir une accélération de 4,8 fois 10 exposant 14
mètres par seconde au carré. Alors quand vous faites ce calcul, n'oubliez surtout pas de convertir la tension en volts. Elle est donnée en kilovolts, donc 1 kV égale 10 exposant 3 volts. À ne surtout pas oublier les petites conversions comme ça. Donc, on passe à la question 2. Établir la coordonnée Vx de t du proton dans le repère OXY et calculer la vitesse à la fin, donc au point M1. C'est ce qu'on appelle la vitesse V1 en l'occurrence. Donc on va refaire le schéma. Important de faire des schémas pour bien s'approprier le sujet, comme ça. Donc notre axe X c'était ça, notre axe Y c'était ça. Le champ électrique il va comme ça. Et on avait dit que l'accélération aussi, du coup, elle était comme ça. Et du coup, ça, c'était la distance entre les deux, appelée d. Et donc, on avait vu que A égale EU sur MD. L'accélération est seulement sur X. Donc en fait, on pourrait même noter un petit X ici, AX. La composante de l'accélération sur X, c'est juste l'accélération, vu qu'il y a seulement une composante sur X. Maintenant, on sait que l'accélération sur X est égale à la dérivée de la vitesse sur X par rapport au temps. On intègre et on obtient que Vx de t est égal à EU sur md fois t plus une constante. Comment on détermine cette constante? Eh bien, on nous dit qu'il n'y a pas de vitesse initiale. Donc, ça on l'écrit. On peut même écrire condition initiale si on veut. Condition initiale. Au bac, vous écrirez le mot en entier. Ici, j'essaye de gagner du temps. Condition initiale, Vx de 0 est égal à 0. Pas de vitesse initiale. Si on substitue t égale 0, alors ce terme-là, il tombe, et donc c égale 0. Et donc on en déduit que Vx de t est égal à EU sur md fois t. D'ailleurs, à la question précédente, j'ai oublié de dire que le mouvement était rectiligne uniformément accéléré. Donc retournons rapidement. On en conclut, vu que l'accélération était constante, on a un MRUA. Mais du coup, ça on l'a remarqué ici aussi, on a pu du coup intégrer et on a une vitesse qui dépend du temps, linéairement. Maintenant, pour trouver la vitesse au point M1, donc la vitesse V1 ici, on peut soit continuer le raisonnement avec les lois de Newton, c'est plus compliqué en termes de calcul, mais c'est absolument faisable, soit on peut utiliser le théorème de l'énergie cinétique, beaucoup plus pratique si on veut trouver une vitesse en fonction d'une distance. Ce qui est le cas ici. Donc ici, on nous demande de trouver la vitesse V1 au point M1. Donc la vitesse au bout d'une distance D. On ne nous dit pas trouver la distance au bout de 2 secondes. Dans ce cas, ce serait mieux d'utiliser les lois de Newton. Mais dans le cas où on nous demande une vitesse en fonction d'une distance, ou une distance en fonction d'une vitesse, le théorème de l'énergie cinétique est beaucoup plus adapté. Mais bon, l'autre marche aussi, c'est juste un peu plus de calcul. Donc, théorème de l'énergie cinétique, TH de l'EC, nous dit que la variation de l'énergie cinétique est égale au travail de la somme des forces extérieures. Ce qui en l'occurrence est juste égal au travail de la force électrique. Ok. La force électrique, elle est constante, vu que le champ électrique est constant. Or, le travail d'une force constante est égal à la force fois la distance fois le cosinus de l'angle entre les deux. Ça, c'est le cas général. Vous l'avez peut-être vu autrement, avec votre prof, ça dépend des profs. Vous avez peut-être vu cette expression du produit scalaire. Ça revient exactement à la même chose.
Par vecteur distance, ce qu'on veut dire, c'est le vecteur OM1. Donc le vecteur qui va de O jusqu'à M1, comme ça. C'est ça le vecteur distance. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, enfin ça n'a aucune importance, ça revient en même. L'important, c'est de voir que FE et le vecteur OM, OM1, ont le même sens et la même direction. Donc le produit scalaire est juste égal à FE fois D. Autrement dit, l'angle entre les deux, c'est 0. Et le cosinus de 0 degré, c'est juste 1. Donc, ça, c'est égal à FE fois T. Maintenant, on peut dire que FE est égal à QE. Q, c'est juste égal à E. Charge élémentaire. La charge, c'est juste la charge élémentaire parce qu'on a des protons. On reprend notre fameuse formule avec U sur D. E égale U sur D. Les D se simplifient. Et on obtient delta EC égale EU. Maintenant, on n'a que 1 demi mv carré, mv1 carré, moins 0 est égal à EU du coup. Donc ça c'est la variation de l'énergie cinétique, ça c'est l'énergie cinétique finale. Ça c'est l'énergie cinétique initiale. Et pourquoi l'énergie cinétique initiale est 0? Parce que la vitesse initiale est 0. On réarrange et on obtient bien la formule demandée. V1 égale 2EU sur M. En effet, la formule demandée. Et on nous demande de conclure, enfin déduire les caractéristiques, direction, sens et valeur du vecteur vitesse au point M1. Alors là, il suffit donc pour le calcul de la valeur, il suffit d'insérer les valeurs. Vous devriez obtenir une vitesse de 3,1 fois 10 exposant 6 mètres par seconde. Une fois de plus, n'oubliez pas de convertir les volts, enfin les kilovolts en volts. Donc attention. Reste la direction et le sens. Donc, regardons le schéma à nouveau. L'accélération était vers la droite. Donc, le proton se fait accélérer vers la droite. Et donc, fatalement, au point M1, la vitesse sera également vers la droite. Vers les x positifs, en gros. Donc, la direction, c'est celui de l'axe x. Et le sens, c'est celui de l'axe x positif, slash vers la droite. Ça revient à la même chose. D'accord? Donc, de cette manière, on a fini la partie sur le champ électrique. Et on peut s'attaquer au champ magnétique. Donc, on nous dit ici que dans le champ magnétique, le proton parcourt un demi-cercle de rayon R1 égale 1,9 cm. On nous dit qu'on utilise le repère de Freinet. On nous donne l'expression de la force magnétique, EVB fois vecteur normal. Donc dans la vidéo principale, avec la théorie, on avait démontré cette formule, donc Fm égale EVB fois N. Ici, on nous la donne, parfait. On nous donne aussi le vecteur accélération dans la base de Freinet, la masse du proton, l'intensité du champ magnétique, et qu'on néglige le poids devant la force magnétique. Donc question 4, on nous demande à nouveau d'utiliser la deuxième loi de Newton pour établir l'expression littérale du vecteur accélération en P1 et de donner ses caractéristiques. Donc, à nouveau, la même chose, sigma F égale ma. Ici, la seule force, c'est la force magnétique. Donc ma est égal à F magnétique. Ici, la force magnétique, l'expression de la force magnétique nous était donnée. Fm égale EVB fois m, donc vecteur normal. Il suffit de diviser par
m, et on obtient A égale EVB sur m fois n. Donc, on peut tout de suite en déduire, donc on a déduit l'expression littérale, et maintenant il faut déduire la direction et le sens. Donc regardons le schéma, et regardons l'expression. Donc on voit que l'accélération est entièrement portée par l'axe n, l'axe normal. Donc ici, au lieu d'avoir un repère x, y, on a un repère nt, donc normal, tangentiel. Donc entièrement porté par l'axe normal, donc la direction sera celui de l'axe normal, et le sens sera celui de l'axe normal positif, vu que ce truc-là est positif. Autrement dit, donc vous mettez un truc, vous mettez une réponse au bac, mais une autre manière de dire ça, c'est que la force, enfin l'accélération, la force aussi du coup, est orientée vers le centre, les centripètes, le centre du cercle. Donc ici, C1. Ok. Maintenant, la question Q5 nous demande de montrer que le mouvement circulaire est uniforme et d'établir l'expression de la valeur de sa vitesse. Allons-y. Donc on vient de démontrer cette formule-là. Donc V égale EVB sur M fois N. On vient de démontrer cette formule. De plus, on connaît l'accélération de Freinet. Donc A égale dv dt fois t plus v carré sur r fois n. On met les deux ensemble. Et là, il y a un truc qui doit nous sauter aux yeux. Ce qui doit nous sauter aux yeux, c'est que du côté gauche, on a une composante sur n, une composante normale, alors que du côté droit, on a une composante tangentielle et une composante normale. On a les deux. Donc si on projette, alors la composante tangentielle doit être nulle, puisque les deux membres sont égaux. Donc on projette. Projection. Sur T, on obtient que l'accélération tangentielle est nulle. Et donc on peut en conclure, en effet, comme le demandait la question, que la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. Sur n maintenant, on peut dire que EVB sur m est égal à v carré sur R1. Donc cette composante sur n est égale à cette composante sur n. On réarrange et on trouve que V est égal à E R1 B sur n. Exactement la formule demandée. Ok, donc on a fait la question 5. Il reste seulement la question 6. Calculer la valeur de la vitesse V et expliquer pourquoi on retrouve la même valeur qu'à la question Q3. Donc si vous calculez, donc vous insérez toutes les valeurs. N'oubliez pas de convertir le rayon en mètres. Il me semble que c'était en centimètres. Oui, 1,9 cm, donc n'oubliez pas de convertir ça en mètres. Donc vous trouverez que V, en effet, est égal à 3,1 fois 10 exponence 6 mètres par seconde. Exactement ce qu'on avait trouvé à la question Q3. Et pourquoi est-ce le cas? Eh bien, tout simplement parce que dans le champ électrique, le proton se fait accélérer, il ressort avec une vitesse V1, mais après, dans le champ magnétique, le mouvement est uniforme, donc la vitesse ne change pas, la vitesse reste constante.
et donc c'est pour ça. Et voilà, et ainsi on a fini cet exo. Si cette vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne chance pour le bac!